Bonjour à tous et à toutes, particulièrement aux élèves des classes de 3e 1 et de 3e 2 du collège Charlotte Delbos de Tronget. Nous allons aborder aujourd'hui la dernière séance de la séquence 7 consacrée à la France des années noires, la défaite, l'occupation, le régime de Vichy et la collaboration de 1940 à 1944. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Par bonne chose, je parlais évidemment du cours parce que pour ce qui est de la thématique d'aujourd'hui, le régime de Vichy et la collaboration d'État, là par contre, je ne vous le cache pas, nous allons voir parmi les pages les plus honteuses et les plus tristes, les plus sombres de notre histoire nationale, que nous avons déjà évoquées lors des séances précédentes, là on arrive peut-être au pire, au paroxysme de la honte avec justement la collaboration d'État. Ça sera notre grand G. Grand G, le régime de Vichy et la collaboration d'État, 1940-1944. Et nous allons donc nous demander en quoi consiste la collaboration, que signifie collaborer avec l'occupant, pourquoi et comment collaborer avec l'occupant. Et nous évoquerons aussi bien la collaboration d'État que la collaboration individuelle. Nous allons commencer par situer dans le temps et dans l'espace la naissance de ce qu'il faudra bien appeler la collaboration d'État entre le régime de Vichy et le Troisième Reich, la puissance occupante. Alors en fait, c'est assez facile de dater la naissance de la collaboration d'État. On peut la situer le 24 octobre 1940 à Montoire-sur-Loire, sur le quai de la petite gare de Montoire-sur-Loire. La carte de la diapositive vous montre où est située cette petite localité. Comme vous pouvez le voir, on est dans la zone occupée depuis l'armistice du 22 juin 1940. Et en fait, Hitler est en train de traverser la France en train, d'où la petite gare de Montoire-sur-Loire. Hitler en réalité se rend en Espagne. Il a l'intention d'aller sonder le général Franco, qui est son obligé depuis que Hitler lui a fait gagner la guerre civile d'Espagne. Et Hitler souhaiterait que Franco s'engage officiellement dans la future guerre que le Troisième Reich s'apprête à livrer contre l'URSS, guerre que Hitler déclenchera, je vous le rappelle, le 22 juin 1941. Donc Hitler voudrait savoir si Franco serait prêt à engager l'armée espagnole dans cette lutte. Pour la petite histoire, d'ailleurs, il en sortira déçu puisque Franco, le frileux, le prudent Franco, préférera rester totalement neutre dans l'affaire. Mais donc, Hitler est en train de traverser la France en voie ferrée. Il n'a pas pris la peine d'en aviser le gouvernement français, puisque de toute façon, Hitler est chez lui, il fait ce qu'il veut, il est en zone occupée, et il ne traversera que la zone occupée, passant la frontière franco-espagnole par Biarritz, toujours en zone occupée. Mais Pétain et Pierre Laval ont appris que le Führer est en France occupée, et ils vont en profiter pour se porter à sa rencontre. Un rendez-vous donc totalement imprévu puisque Hitler en est le premier surpris et se trouve devant le fait accompli quand il apprend que le maréchal Pétain l'attend sur le quai de la gare. Voilà les circonstances de la naissance de ce que l'on appellera la collaboration d'État. Pétain est particulièrement fier de son coup, parce que pour lui c'est un coup d'éclat, cette rencontre de Montoire-sur-Loire, et on peut le mesurer à l'importance qui a été donnée à cette photographie, que le régime de Vichy fera diffuser dans toute la presse, particulièrement de la zone non occupée, mais même en zone occupée, les journaux français
relayeront cette photographie où l'on voit le maréchal Pétain à gauche, très très satisfait de son coup, c'est-à-dire de serrer la main du Führer qui est à droite en face de lui, et sous le regard un peu peut-être surpris, un peu, comment dirais-je, ironique de l'ambassadeur de France à Paris, Otto Abetz, qui vous fait face, qui est entre les deux hommes. Et cette photo est assez révélatrice quand on y songe, parce qu'on voit donc Pétain qui visiblement est très à l'aise. Il pense qu'il va rouler Hitler, lui le vieux maréchal à qui on ne l'a fait pas, lui le vainqueur de 1918, qui forcément va l'écraser, ce petit minus de caporal bavarois. Et en fait, Pétain a réellement l'impression qu'il va traiter d'égal à égal avec le Führer, oubliant, par naïveté sans doute, par bêtise peut-être, tout simplement que Pétain n'a aucune carte dans son jeu, qu'il n'est en mesure d'imposer quoi que ce soit à Hitler, puisque, rappelez-vous, la signature de l'armistice de Rotonde du 22 juin 1940, c'est quelques mois à peine auparavant. Quant au Führer, certes, il accepte de serrer la main de Pétain, mais il n'est pas intimidé le moins du monde. D'abord, il est plus grand que Pétain, par la taille, et regardez, il le fixe droit dans les yeux. Hitler sait qu'il a toutes les cartes en main. Ce qu'il ne sait pas, c'est ce que le maréchal est venu lui proposer. Voilà, c'est la seule chose qu'il ne sait pas. Mais pour le reste, Hitler n'est pas inquiet. Il a toutes les cartes dans son jeu. Et il faut reconnaître que Pétain s'est vraiment doublement aveuglé. Parce que non seulement il n'était pas en mesure de rouler Hitler dans la farine, mais en plus, cette photographie lui a coûté très cher en termes de popularité. Parce que Pétain, pour lui, encore une fois, l'idée c'était, vous voyez, français, je suis un faiseur de miracles, à peine 3 mois après la fin de la guerre, je me présente déjà comme l'égal du vainqueur. Voilà, comme si Français et Allemands, finalement, étaient prêts à tourner la page de la défaite et de l'occupation. Mais pour beaucoup de Français, ça n'a pas été le schéma de lecture de la photo. Ils se sont étouffés d'indignation quand ils ont vu la vieille gloire de Verdun s'abaisser à serrer la main de l'ennemi, de l'occupant, du nazi. C'est-à-dire que pour la plupart des Français, en particulier les Français de zone occupée, mais même pour ceux de la zone non occupée, l'Allemand reste l'ennemi. Et serrer la main de l'ennemi, vouloir traiter d'égal avec l'ennemi, c'est inqualifiable, c'est impardonnable. Et les effets vont être tellement dévastateurs dans l'opinion publique française que le maréchal Pétain va se sentir obligé de se justifier de cette rencontre de Montoire-sur-Loire, et il va s'en justifier à la radio une semaine après. Et c'est cet enregistrement radio que je vous invite maintenant à découvrir. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. Cette collaboration doit être sincère. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage du chef. Suivez-moi. Gardez votre confiance en la France éternelle. Que retenir de ce discours radiodiffusé?
Eh bien, tout d'abord, l'extrême embarras du maréchal qui est perceptible. Il s'est rendu compte que c'était une erreur désastreuse, une erreur stratégique désastreuse de serrer la main de l'ennemi et de se faire photographier, de diffuser cette photographie dans la presse. Mais le mal est fait. Donc le maréchal Pétain va justifier son entrevue. D'abord par un mensonge. Il laisse croire que c'est le Führer qui l'a invité à le rencontrer. Alors que c'est notoirement faux. Hitler n'a rien demandé. Hitler n'avait pas l'intention de rencontrer Pétain. Il ne l'a rencontré que peut-être par politesse, mais quand on connaît le personnage, c'est étonnant, c'est plutôt par curiosité. Qu'est-ce qu'il a à me proposer, celui-là? Pourquoi veut-il me rencontrer? C'était certainement la raison de cette rencontre de quelques instants sur le quai d'une gare. Mais Pétain veut persister dans son idée qu'il lui faut passer pour l'égal du vainqueur. Donc il veut faire croire aux Français, mais beaucoup de Français ne seront pas dupes, qu'il a été invité par le Führer. Donc ça, c'est un gros mensonge. Ensuite, on peut penser que le maréchal est davantage sincère quand il explique, quand il justifie sa poignée de main et l'offre de collaboration d'État qui va avec, dans le souci de justement d'alléger les conditions de l'occupation. C'est-à-dire que si l'on devient l'allié, le vassal de l'Allemagne, l'Allemagne cessera de considérer la France comme un ennemi, la France sera davantage considérée, mieux traitée, peut-être que Pétain pourra déplacer sa capitale de Vichy à Paris, puisqu'il en rêve, peut-être que Hitler mettra fin à cette ahurissante ligne de démarcation, peut-être qu'Hitler acceptera d'abandonner l'occupation de la zone nord, enfin bref, peut-être qu'Hitler reviendra sur l'armistice du 22 juin 1940. C'est prouver à nouveau à quel point le maréchal se trompe, à quel point il fait preuve de naïveté. Pourquoi voudriez-vous qu'Hitler pardonne si vite à la France, au bout de seulement 3 mois? Pourquoi voudriez-vous qu'il défasse en 3 mois ce qu'il a fait avec l'armistice de Rotonde? Bien au contraire. Donc Pétain se fourvoie complètement et invite les Français à le rejoindre dans cette erreur stratégique. Et on sent bien que la fin du discours a une tonalité beaucoup plus brusque. Pétain engueule les Français, parce qu'il sent bien qu'il n'est pas très crédible au fond, et que des Français doutent. Donc il leur tient cette dernière phrase, prononcée sur un ton assez sévère, le ton du grand-père qui engueule le petit-fils ou la petite-fille qui a fait des bêtises, qui a été pris la main dans le pot de confiture. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père, je vous tiens aujourd'hui le langage du chef. Suivez-moi. Gardez votre confiance en la France éternelle. Eh oui, parce que Pétain va collaborer, et il va collaborer, et avec lui, toute la France va collaborer, puisque ça va être une collaboration d'État, et il va maintenant être temps de découvrir ce que veut dire la collaboration d'État. Pétain s'est certainement lourdement trompé sur sa capacité à séduire, impressionner, convaincre Hitler. Mais néanmoins, le vieux maréchal n'est pas complètement stupide. Il se doute bien que s'il vient les mains vides pour proposer une collaboration d'État avec Hitler, il sait qu'il a fort peu de chances d'intéresser le Führer. C'est pour cela que Pétain ne vient pas les mains vides. Rappelez-vous, nous l'avons vu lors de la séance précédente, le 3 octobre 1940, il a décidé, puisque, je vous le rappelle, le gouvernement Laval, dirigé par le maréchal Pétain, présidé par le maréchal Pétain, est une dictature.
Donc la décision a été prise entre un tout petit nombre de personnages, Pétain, Laval en tête. Et bien ce 3 octobre a été mis sur les rails le fameux statut des Juifs, publié au journal officiel le 18 octobre, c'est-à-dire moins d'une quinzaine de jours avant la rencontre de Montoire sur le Loir. Et je vous le rappelle, ce statut des Juifs, cette loi est violemment, haineusement antisémite, a des faux airs des lois de Nuremberg prises par les nazis à partir de 1935. On retrouve dans le discours d'extrême droite caractéristique des ligues d'extrême droite des années 30, dans ce discours de l'État français, on retrouve toutes les caricatures, tous les, comment dirais-je, toutes les perversions que l'on attribue aux juifs. Regardez sur la caricature de droite, le juif ventripotent, profiteur, tenant plus de l'animal avec son gros nez que de l'être humain véritable. Et donc, pour Pétain, ce statut des Juifs, c'est une sorte de gage de collaboration. Regardez Führer, je suis au moins autant antisémite que vous. Vous pouvez donc me faire confiance pour que je collabore. C'est aussi et d'abord à ça que sert le statut des Juifs. Et le visage le plus moche, le plus laid, le plus honteux de la collaboration d'État nous est offert malheureusement par les rafles, les très nombreuses rafles de juifs étrangers, de juifs dits apatrides, c'est-à-dire sans patrie, comme par exemple les juifs allemands, autrichiens qui ont fui le Reich et qui ont été déchus de la nationalité, mais aussi des juifs français. Alors par rafle, il faut comprendre qu'on parle d'arrestations massives, d'arrestations ciblées mais massives, c'est-à-dire que quand on va rafler des juifs, on n'arrêtera que les juifs, mais on arrêtera tous les juifs, hommes, femmes, enfants, et on les arrêtera dans un secteur géographique plus ou moins étendu. Ça peut être à l'échelle de la ville de Paris, par exemple. Alors, la photographie du haut vous montre une première rafle, c'est celle du 20 août 1941, quand les gendarmes français donc arrêtent des juifs étrangers dans Paris. Et on peut voir qu'il s'agit d'une arrestation organisée en zone certes occupée. Et d'ailleurs, vous apercevez des uniformes de soldats, des calots sur la tête de soldats allemands, mais les Allemands ne sont là qu'en observateurs. Les officiers soldats allemands sont là en observateurs pour vérifier que tout se déroule bien, mais en réalité, celles et ceux qui réalisent le sale boulot d'arrestation, ce sont des gendarmes et des policiers français reconnaissables à leur képi. Et les juifs arrêtés sont transportés jusque vers les lieux de détention au moyen des bus de la Régie autonome des transports parisiens, autrement dit la RATP, qui fournit malgré elle, par réquisition sur ordre du gouvernement, des bus pour transporter les juifs, parce que oui, hélas, c'est une opération franco-française, au service de l'occupant, certes, mais c'est une opération franco-française, puisque le gouvernement de Pierre Laval a négocié avec les Allemands qu'en zone occupée, l'État français puisse faire preuve de souveraineté policière. Autrement dit, c'est à nous Français, dit Pierre Laval, soutenu par le maréchal Pétain, que doit revenir la tâche d'arrêter les juifs étrangers. C'est ça la collaboration d'État. Et donc du coup, les policiers, les gendarmes, les chauffeurs de bus de la RATP qui n'ont rien demandé, se retrouvent malgré eux, complices actifs du drame
du génocide des Juifs d'Europe. Et la photo du bas vous montre alors une photographie qui est restée longtemps interdite, même après la guerre, surtout après la guerre, parce qu'elle vous montre le camp de transit, je crois que c'est celui de Beaune-la-Rolande, à moins que ce soit celui de Pithiviers, bon, ça n'a pas une grande importance. C'est un des camps de transit pour juifs, c'est-à-dire que les juifs qui avaient été raflés ne sont pas expédiés immédiatement vers les camps de la mort par convoi ferroviaire, parce qu'on ne peut pas envoyer à la mort autant de gens comme ça sur un claquement de doigts. Donc ces camps de transit sont des camps dans lesquels on enferme les juifs pour quelques jours, pour quelques semaines au grand maximum, en attendant de les évacuer vers l'est et vers les camps d'extermination. Et on reconnaît la silhouette, le képi d'un gendarme français. C'est la gendarmerie française qui assure la garde des Juifs et qui les empêche de s'enfuir avant qu'ils ne soient déportés pour le compte de l'occupant par des wagons de train de la SNCF française. C'est ça la collaboration d'État. L'antisémitisme est véritablement au cœur de la collaboration d'État avec le Troisième Reich, comme en témoigne la rafle du Vélodrome d'hiver des 16 et 17 juillet 1942. Alors, la photographie que vous avez sous les yeux est la seule qui ait été prise à la dérobée, d'ailleurs, depuis le toit d'un immeuble ou depuis la fenêtre d'un étage surplombant le Vélodrome d'hiver. Ça a été une photo prise à la dérobée, clandestine, car il avait été interdit, notamment aux forces de police, de photographier quoi que ce soit. Cette rafle ne pouvait évidemment pas rester secrète, parce que quand on a l'intention d'arrêter plus de 20 000 juifs, on ne peut pas espérer que ça restera secret, caché, mais il ne fallait pas que la presse puisse montrer les moindres clichés, parce que les services de propagande du régime de Vichy avaient peur que l'opinion publique finisse par s'émouvoir du sort fait notamment aux enfants, aux femmes juives, et que ça ne fasse finalement de la mauvaise publicité au régime de Vichy. Donc, il n'y a pas de photo, sauf celle-ci, où l'on aperçoit les autobus de la RATP qui ont été réquisitionnés pour l'occasion et qui sont stationnés, parqués le long du Vélodrome d'hiver. Alors, le Vélodrome d'hiver, comme son nom l'indique, c'était une enceinte sportive, couverte, avec un toit donc, une piste de cyclisme, pour que l'on puisse faire des courses de vélo à la mauvaise saison, d'où son nom de Vélodrome d'hiver. Alors ce n'est pas la peine d'aller chercher à visiter ou à vous recueillir à la mémoire des Juifs raflés devant le bâtiment, puisqu'il a été rasé après la guerre, parce qu'il était, comment dirais-je, attaché à véritablement un très très mauvais souvenir pendant la guerre et la collaboration. Donc 13 000 juifs sur 20 000 seulement vont être arrêtés, ce qui est une déception pour l'État français, mais aussi d'ailleurs pour l'occupant. Néanmoins, ça représente quand même le quart des juifs qui seront déportés de France vers les camps de la mort. Et sur ces 13 000 juifs, à peu près 4 000 enfants. Aucun ne reviendra vivant. Sur les 13 000 juifs raflés en juillet 1942, seuls une centaine d'adultes, au grand maximum, reviendront vivants des camps à la fin de la guerre. Alors il y a deux anecdotes terribles que j'aimerais partager avec vous et qui montrent la laideur de l'occupation. La première, c'est que le gouvernement de Pétain a demandé aux Allemands de décaler la date, parce que la rafle du Veldiv était prévue pour les 14 et 15 juillet, et Pétain s'est dit que le 14 juillet, bon, fête nationale, c'était pas une bonne date. Donc vous voyez, le maréchal Pétain n'a pas demandé l'annulation de la rafle, il a juste demandé un décalage d'une journée,
2 jours. C'est dérisoire, c'est pathétique. Encore plus pathétique, Laval, qui savait, parce qu'il était au mieux avec l'occupant, parce qu'il était très 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 ami avec les occupants, et qui savait que les nazis étaient en train d'exterminer à l'Est les Juifs, s'est démené à embêter les nazis, parce qu'au début ils ne le voulaient pas. Il les a obligés à déporter les enfants juifs, parce que dans un premier temps, les nazis ne voulaient déporter que les adultes. Ils voulaient tuer immédiatement les adultes, mais comme ils étaient pressés, ils ne voulaient pas s'embarrasser avec les enfants. Les enfants, ça pouvait attendre. Mais Laval savait fort bien que si on épargnait les enfants, bah, ça ferait autant de bouches à nourrir, et pour rien en plus, puisque quelques années plus tard, il faudrait les tuer à leur tour. Donc, comme le gouvernement français avait le plus grand mal à nourrir la population, eh bien, Laval a négocié jusqu'à obtenir que les enfants soient déportés en même temps que les parents. Il a même eu le culot d'évoquer une cause humanitaire en disant qu'il était contraire à l'honneur national, mais aussi contraire aux droits de l'homme de séparer les familles. Et il a donc condamné les enfants à une mort certaine. Autre aspect terrible également de la collaboration d'État, eh bien, c'est la collaboration policière. C'est-à-dire que les ennemis du régime de Vichy sont les mêmes ennemis que les ennemis des nazis, à savoir les juifs, on vient de le voir, les communistes également, les résistants, qu'ils soient d'ailleurs communistes ou pas, peu importe. Et plus le temps passe, plus l'occupation se fait dure, plus il apparaît que le Reich va perdre la guerre, plus la résistance s'organise, et plus l'autorité de Pétain se délite, s'effrite, s'effondre. Et plus le régime de Vichy va devenir un État policier. Et le point de non-retour est atteint le 30 janvier 1943, quelques jours d'ailleurs avant que la France ne mette en place le STO, le service du travail obligatoire en Allemagne. Donc vous voyez, c'est vraiment une époque charnière. Le 30 janvier 1943, le maréchal Pétain crée une organisation policière de sinistre mémoire qui s'appellera la Milice française, chargée de combattre les ennemis du régime de Vichy, chargée de combattre les mauvais Français, ainsi d'ailleurs que les étrangers qui en veulent à la France, et donc en tête de liste les communistes, les résistants, les juifs. Le commandement de la milice va être confié à un secrétaire général qui est un authentique héros de la Première Guerre mondiale, 2 fois cité à l'ordre de la patrie entre 1916 et 1918, plusieurs fois blessé, mais un homme aveuglé par sa haine du bolchevisme, par sa haine du juif, qui s'appelle Joseph Darnand, et qui va donc diriger cette milice qui va se battre pour les Allemands, aux côtés des Allemands. Les francs-gardes qui ont participé au nettoyage du plateau des Glières arrivent à Vichy où ils sont salués par leur chef, M. Boudelan. Mais hélas, plusieurs de leurs camarades ne sont plus. Des soldats de l'ordre ont donné leur vie pour défendre le pays contre le crime et le banditisme. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de propagande précédente, les miliciens sont vêtus de noir, tout simplement parce que le noir évoque
les chemises noires de Benito Mussolini, mais également les uniformes de la garde personnelle d'Hitler au sein de la SS, c'est-à-dire les militants nazis les plus durs, les plus extrémistes. Vous voyez donc des hommes qui se dévouent corps et âme pour la Révolution nationale, pour le régime de Vichy, qui prêtent un serment de fidélité, un genou à terre, dans une posture de chevalerie, on dirait une sorte d'adoubement de chevalier du Moyen-Âge, avec le bras tendu, qui rappelle le signe évidemment du serment. Bien sûr, on jure devant Dieu, devant la patrie, de mourir pour le maréchal Pétain s'il le faut, mais ça rappelle aussi fâcheusement, bien entendu, le salut fasciste, mais aussi, bien entendu, le salut des nazis, et qui montre bien, encore une fois, que la police, la milice de Vichy, plus exactement, est entièrement au service de l'occupant. Du reste, je vous ai dit que c'est Pétain qui avait créé la milice, mais il l'a créée avec l'autorisation, évidemment, d'Hitler et de la puissance occupante. Parce que l'occupant a bien compris que la milice allait faire le sale boulot pour elle. Elle est donc armée, la milice, par les Allemands et utilisée par elle pour son service. Et sur la deuxième photo, vous voyez des miliciens qui ont capturé des résistants, qui vont probablement, dans le meilleur des cas, les livrer aux Allemands pour qu'ils les déportent ou qu'ils les tuent, mais qui les auront probablement torturés et peut-être même exécutés avant, parce que la milice ne fait pas de quartier, et donc elle va commettre des crimes terribles. Là, très clairement, avec l'année 1943, avec l'apparition de la milice de Joseph Darnan, la France est entrée dans une véritable guerre civile. Il est temps de passer à un autre aspect de la collaboration, c'est l'aspect de la collaboration dite individuelle, c'est-à-dire des gens qui, à titre personnel, vont choisir de collaborer par intérêt, mais aussi par affinité idéologique. C'est-à-dire que vous avez des Français qui ont beaucoup d'estime pour Hitler et qui partagent ses idées, qui partagent sa haine du juif, sa haine du bolchevisme, et qui vont donc tenter de contribuer à la victoire du Reich, et tant pis si aux yeux d'autres Français ils passent pour des traîtres. Alors, j'ai voulu évoquer le cas, parce que c'est probablement le plus célèbre cas de collaboration individuelle, et c'est un cas très controversé, puisque tous les historiens ne sont pas d'accord, au sujet de Louis Renault. Louis Renault, vous savez, ce grand fabricant d'automobiles qui, pendant la Première Guerre mondiale, a fabriqué des chars, des obus, des armes pour la France, et qui se retrouve à faire la même chose pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais avec une nuance de taille, c'est que cette fois-ci, occupation oblige, il va produire ses armes pour le compte des nazis. Ça a été reproché à Renault, qui a été arrêté, qui a été probablement battu à mort dans sa cellule, qui en est mort du coup, donc il n'a pas eu droit à un procès. Et puis son entreprise a été confisquée et est devenue entreprise d'État à la Libération. Alors, pourquoi je vous parle de cela? C'est parce que je voudrais vous faire réfléchir d'abord sur deux choses. D'abord sur le pouvoir de l'image. Parce que l'image que vous avez sous les yeux, elle a valu des procès, et continue à valoir des procès à ceux qui l'utilisent, on va dire, avec l'intention de faire condamner Renault comme collabo, actif et enthousiaste d'Hitler. Que voit-on sur cette photo? Eh bien, on voit donc Louis Renault en train de présenter son dernier modèle automobile au chancelier Hitler, accompagné de son numéro 2 Hermann Göring, lors du salon de l'auto de Berlin, qui s'est déroulé en février 1939, c'est-à-dire quelques mois avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, il y a une certaine proximité entre Renault et Hitler, c'est sûr.
Mais de là à en conclure que Renault est un traître, un collabo, il faut se méfier parce que si on réfléchit bien, l'Allemagne et la France étant encore en paix, dans un salon international de l'automobile qui se déroule en Allemagne, il n'est pas anormal de voir le chef de l'État allemand rendre une visite officielle au salon de l'automobile, et il n'est pas anormal de voir ce chef d'État venir saluer un grand fabricant automobile français présent sur le salon. Ça ne prouve rien. À la limite, ça peut peut-être prouver que Hitler voulait acheter une voiture Renault. C'est tout. Donc ça explique pourquoi encore aujourd'hui il y a des gens qui se font condamner par la justice parce qu'ils utilisent cette photographie à des fins discutables. En réalité, c'est le deuxième point que je voudrais aborder avec vous. En réalité, les historiens ne sont pas d'accord sur le rôle de Renault par rapport à la collaboration. Pour faire simple, il y a deux grandes théories qui s'affrontent à travers deux historiens. Vous avez une femme qui s'appelle Annie Lacroix-Rie, Rie comme le riz avec un Z à la fin, qui considère que Louis Renault a été un collaborateur enthousiaste, dynamique d'Hitler, qu'il a fait tout ce qu'il a pu sincèrement pour aider Hitler à gagner la guerre, et qu'à ce titre, il est un véritable traître. Le problème, c'est que cette historienne est très marquée politiquement, elle a des sympathies communistes notoires, et du coup, elle est accusée par d'autres historiens de vouloir se payer un grand méchant patron capitaliste juste par haine idéologique, parce que les communistes et les patrons ne font pas bon ménage ensemble. Bon. Vous avez un autre historien qui s'appelle Laurent Dingley, qui lui va démontrer, à partir des mêmes documents, c'est ça qui est intéressant, en utilisant les mêmes documents, il arrive à la théorie exactement inverse. Renault n'a jamais voulu collaborer, Renault a été un collabo malgré lui, il n'a pas eu le choix, ses usines étaient réquisitionnées, et en fait, le vrai collabo, c'était pas lui, c'était son neveu qui était le directeur général de l'entreprise. Le malheur, c'est que Dingley est rentré dans la famille Renault puisqu'il a épousé la petite fille de Louis Renault. Et donc, d'autres historiens accusent Dingley de vouloir réhabiliter l'ancêtre de la famille Renault juste parce qu'il a épousé la petite fille. Et ça vous montre que le travail d'historien, au fond, c'est un travail qui n'est pas facile parce que on peut toujours vous accuser d'avoir des intentions cachées. Et oui. Et en fait, l'historien doit savoir rester modeste. Il arrive, même encore aujourd'hui, même 70, 80 ans après les événements, il arrive que des procès ne puissent pas être menés au bout. Il arrive qu'on ne puisse pas affirmer de manière définitive telle ou telle théorie, tout simplement parce que les archives ne sont pas encore ouvertes, parce qu'il y a une part d'incertitude. Que les usines Renault aient collaboré, c'est un fait. Regardez sur la photographie des soldats allemands qui conduisent des camions Renault. D'accord ? Est-ce que pour autant Renault a collaboré de manière volontaire ou de manière forcée? Eh bien pour l'instant, il y a un doute. Et le doute, je vous le rappelle, on l'a vu en justice, c'est un principe de la justice et du droit français. Le doute doit profiter à l'accusé. Alors là, par contre, il n'y va pas y avoir de doute.
avec ce type de collaboration individuelle portée à son paroxysme, c'est-à-dire à sa logique ultime, c'est la collaboration armée, ou si vous préférez la collaboration militaire, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont tellement nazis dans l'âme, qui sont tellement antisémites, anti-bolcheviques, anti-gaullistes, on verra bientôt ce que ça veut dire, qui sont tellement prêts à tout sacrifier pour que triomphe le totalitarisme nazi, qu'ils en sont prêts à offrir leur vie et qu'ils sont prêts à se battre sous uniforme de l'ennemi, parce que jusqu'à preuve du contraire, les Allemands restent quand même les ennemis des Français, même après l'armistice de Rotonde. Et donc vous allez avoir des Français qui vont finir par se battre sous uniforme allemand, particulièrement dans cette division de Waffen-SS, c'est-à-dire les unités combattantes de la SS. Alors, ce sont des SS français, ils ont un petit écusson tricolore sur la manche qui rappelle leur origine française, mais ils se battent contre les bolcheviks, contre les ennemis du Reich, et ils sont prêts à mourir pour lui. Et pour la petite histoire, l'anecdote est assez célèbre. Parmi les derniers combattants qui protègent le bunker d'Hitler dans Berlin assiégé par les soviétiques en avril 1945, eh bien, des éléments de la division Waffen-SS Charlemagne, qui était la division française, et on estime que entre 12 et 18 000 hommes, mettons 15 000 hommes, ça sera un chiffre moyen, 15 000 Français se sont battus et pour la plupart sont morts sous uniforme allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on en a fini avec l'exploitation des documents. Donc il ne nous reste plus maintenant qu'à faire le petit exercice de synthèse qui nous permettra de distinguer les différents types de collaboration. La collaboration politique d'État en bleu, la collaboration policière armée en rouge, la collaboration économique en vert et la collaboration culturelle en jaune. Je vous laisse me mettre sur pause, je vous laisse faire l'exercice sur votre planche et je vous donne rendez-vous pour le corriger. Alors voici le corrigé, donc nous retrouvons comme signe extérieur de la bien visible de la collaboration politique d'État, eh bien la loi antisémite, j'ai marqué 4 octobre, en fait c'est le 3 octobre 1940, le statut des Juifs. Le fait que vous avez Pierre Laval le 22 juin 1941 qui souhaite publiquement la victoire du Troisième Reich sur l'URSS, le fait que vous avez un journaliste très connu qui sera d'ailleurs fusillé à la Libération, qui passe son temps à assassiner à coups d'encre et de papier, puisque c'est un journaliste, les communistes, les gaullistes, les juifs, qui les dénonce pour les faire arrêter. Ça, c'est la collaboration politique à laquelle on peut rajouter ces Français anonymes qui n'hésitent pas à dénoncer leurs voisins comme juifs, comme communistes, comme résistants, avec l'espoir qu'il leur arrivera malheur. Ça, c'est la collaboration politique. La collaboration policière, eh bien, c'est la milice de Vichy qui traque les maquis de la résistance pour le compte de l'occupant. C'est le gouvernement de Vichy qui organise les rafles, en particulier celle du Veldiv. Ce sont ces Français qui vont arrêter des résistants, des juifs, des communistes, et qui vont parfois les envoyer à la mort. Ce sont les gendarmes français qui traquent les jeunes qui refusent de partir au SDO, les fameux réfractaires au SDO. Et puis c'est les 18 000 Français qui s'engagent sous uniforme allemand
pendant la Seconde Guerre mondiale, les 18 ou 15 000, on ne sait pas trop d'ailleurs. Après, il y a la collaboration économique, le gouvernement de Vichy qui organise pour l'occupant le pillage des ressources du pays. Bon, l'industriel Louis Renault qui fait peut-être du zèle, on peut mettre un point d'interrogation pour fournir des véhicules à l'armée allemande. Et vous avez les 650 000 jeunes Françaises et Françaises qui, parfois de gré ou parfois de force, partent travailler dans les usines en Allemagne au titre du STO. Et pour finir, la collaboration culturelle, bon, c'est un peu anecdotique, mais elle a existé. Vous avez des artistes français qui se sont produits dans des films de propagande financés par les studios nazis et qui véhiculaient les messages politiques antisémites de l'époque. Voilà, et c'est une forme de collaboration. Alors, quels sont les deux repères chronologiques clés que nous avons étudiés au cours de la séance? Eh bien, donc, le 24 octobre 1940, la tristement célèbre, la honteuse poignée de main de Montoire sur Loire annonçant la collaboration d'État proposée par le maréchal Pétain à Hitler. Et puis, en février 1943, le STO et la milice, la police armée de Vichy, qui se place au service de l'occupant. Voilà, on en a fini avec la séance, mais aussi d'ailleurs avec cette séquence d'histoire bien lourde et bien triste. Donc il ne vous reste plus qu'à vous emparer de la leçon. Donc je vous invite à la lire, à la comprendre, à la mémoriser. Et je vous dis à bientôt pour explorer une autre facette de la France des années noires, un peu plus glorieuse quand même, puisque cette fois-ci on parlera de la résistance. À bientôt.